Bonsoir à toutes et à tous. Il était très attendu sur les questions sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo. Eh bien, Emmanuel Macron, le président français, s'est exprimé selon certains observateurs à demi-mot sur cette question. Par contre, son homologue Félix-Antoine Tshisekedi n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Monsieur le Président s'adressa ainsi à Emmanuel Macron, vous êtes dans un pays qui connaît une agression injuste et barbare du Rwanda, a-t-il dit. Eh bien, la tournée africaine du président français passée au crible, c'est dans ces plateaux spéciaux qui reçoit pour vous Éric Nindou, qui est directeur de la cellule de communication de la présidence de la République. Bonsoir Éric. Bonsoir Monsieur Cédric Kenina, merci pour cette invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. De l'entrée de jeu, Libreville, Luanda, Brazzaville et Kinshasa. Emmanuel Macron a d'une manière générale dans ses propos enterré la France-Afrique et présenté une nouvelle approche dans les relations entre l'Hexagone et l'Afrique noire, particulièrement l'étape de Kinshasa. Quelle lecture faites-vous de cette étape si singulière? Alors justement, vous venez de parler de la tournée d'Emmanuel Macron. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est la séquence diplomatique, si on peut dire, diplomatique et économique, que le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait récemment. Il était Bujumbura, Luanda, Addis Abeba, Indaba en Afrique du Sud au Cap, et puis Genève pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et puis alors, là, il a accueilli le président Macron. Ça veut dire que, vous voyez, le président a fait tout un parcours diplomatique qu'il a mené justement dans différentes capitales, dans différents lieux, notamment pour parler des problèmes sécuritaires, parce que c'est une priorité dans notre pays. Il faut qu'on puisse rétablir la paix et la stabilité à l'Est, et puis aussi parler du volet économique. Parce qu'il ne faut pas que, comme on dit, les problèmes sécuritaires cachent les véritables enjeux au Congo, qui sont aussi des enjeux économiques pour développer notre pays. Et surtout que le chef de l'État parle d'une guerre économique, essentiellement économique. D'ailleurs, vous le dites très bien, les dessous de cette guerre, les véritables motivations de cette guerre sont économiques. Et le président, même quand il a été à Indaba, cette grande messe minière, justement, il a parlé de ça en disant que nos ressources, nous voulons les maîtriser, nous voulons les exploiter, les transformer chez nous, et nous ne voulons plus que ce soit des voisins qui en profitent. Et alors, je ramène ça justement à la tournée du président Macron, qui ne pouvait pas éviter le Congo. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, le Congo est un pays qui a repris sa place centrale au sein de la communauté internationale, et c'était impossible pour un président français. La France, c'est quand même la 5e puissance mondiale, c'est quand même membre du Conseil de sécurité de l'ONU, de ne pas s'arrêter à Kinshasa. Et il l'a dit lui-même, le président Emmanuel Macron, lors de son séjour à Kinshasa, il a dit Kinshasa, c'était le point d'orgue de sa visite, parce que c'était important qu'il s'arrête à Kinshasa, un pays de plus de 100 millions d'habitants, qui est aujourd'hui le premier pays de la francophonie. Plus de 100 millions d'habitants, vous l'avez dit si bien, mais si on voit de près, c'est la sécurité, les questions sécuritaires qui ont pris les pas sur l'économie durant cette étape de Kinshasa. Les deux justement, les questions sécuritaires, parce que c'est l'urgence et c'est ce qui est important. Mais il y a toujours les deux volets. Et quand vous avez entendu le discours du président Tshisekedi, il a très bien dit, nous voulons la paix pour le développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Mais en même temps, le développement permet de maintenir la paix. Parce qu'on sait très bien que de nombreux jeunes désœuvrés qui vont dans les groupes armés, ils y vont parce qu'ils n'ont pas d'opportunités d'épanouissement, ils n'ont pas d'emploi souvent. Donc ils se laissent entraîner dans cette dérive criminelle en allant dans les groupes armés. Donc de ce point de vue-là, la paix, c'est quelque chose de fondamental. On a besoin de la paix et de la stabilité pour qu'on puisse mettre en œuvre nos trois priorités. Les trois priorités du président Tshisekedi, de sa vision, c'est quoi? Créer un État fort, un État qui a restauré son autorité sur toute l'étendue du territoire, avec une armée forte, une diplomatie forte. Jusque-là, nous n'avons pas encore un État fort. C'est une vision qui est en train de se mettre en œuvre. Une vision évolutive. Non, pas évolutive, c'est un processus qui avance, qui évolue. État fort, on est en train de le mettre. Il y a deux volets. Il y a le volet de l'armée, le pouvoir régalien, il y a aussi le volet de la diplomatie. On peut dire que sur le volet de la diplomatie, on a déjà réussi, puisque avec la diplomatie agissante du président Tshisekedi, aujourd'hui, le Congo est reconnu. Sa voix porte. Le discours du Congo est entendu dans tous les cénacles internationaux. Le côté militaire, on est en train de le renforcer. Une loi de programmation militaire a été votée. On a de la coopération avec
certains de nos partenaires, notamment la France, pour renforcer nos capacités militaires. Ça, c'est l'État fort. Il y a l'État prospère. Et là, on a fait de grandes avancées, vous le savez. On a quadruplé le budget de l'État, passant de 4 milliards à 16 milliards. On va bientôt monter, peut-être atteindre les 20 milliards pour pouvoir avoir justement la marge de manœuvre nécessaire pour réellement investir et permettre à notre pays d'avoir les moyens de se développer. Un pays de 100 millions d'habitants ne peut pas tourner, ne peut pas fonctionner avec uniquement 4 milliards ou même 16 milliards. Mais la tendance est bonne. L'État prospère et enfin l'État solidaire, c'est-à-dire qu'on crée de la richesse et ensuite cette richesse, on la redistribue. Mais on a déjà fait des grands pas dans le domaine de l'État solidaire puisque déjà la couverture santé universelle, les premiers pas sont déjà mis en œuvre. Aussi, par exemple, l'école, on donne la gratuité de l'éducation primaire aux enfants et puis aussi la gratuité pour les soins maternels et les accouchements pour les dames, nos mères, nos sœurs, ici à Kinshasa, et puis ça va s'étendre dans le reste du pays. Donc vous voyez, ces trois axes, ce triptyque qui est la vision du président, il faut le mettre en œuvre et pour ça, à la fois notre diplomatie nous sert parce qu'il faut créer des partenariats pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Les questions économiques, on va en parler dans ce plateau spécial, notamment le Forum économique de Kinshasa qui dessine le nouveau contour, si on peut le dire ainsi, de partenariat entre la France et la République démocratique du Congo. Mais bien avant cela, le tête-à-tête entre les deux hommes d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Emmanuel Macron, après les échanges, c'était le face-à-face avec la presse locale et internationale. Un face-à-face un peu contrasté à un moment donné, on peut le dire détendu, mais aussi ça virait à un moment donné à une véritable passe d'armes entre les deux présidents. On en parle à travers ces reportages et puis on retourne pour les commentaires. Devant le parvis du Palais de la Nation, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge de la France flottait aux côtés de celui de la République démocratique du Congo. Des instants de convivialité ponctués par la fanfare d'accueil exécutée par la garde d'honneur et le traditionnel tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite historique du président Emmanuel Macron en RDC. Des chaudes accolades du président congolais à son homologue français. Et juste après, les deux hautes personnalités se retirent momentanément des projecteurs pour un tête-à-tête à huis clos. En toute évidence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Emmanuel Macron se préparent à affronter la presse qui s'impatientait déjà en attendant d'étancher sa soif sur plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Leurs entrevues durent plus d'1 heure. De l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23, avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques, à la coopération bilatérale, en passant par les investissements, le nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique et bien d'autres sujets brûlants de l'heure. L'épineuse question qui a toujours taraudé les esprits des Congolais est posée. Pourquoi la France a toujours refusé de nommer ouvertement le Rwanda comme principal agresseur de la RDC, alors que la communauté internationale l'a fait? Le président Macron, visiblement dans une posture non confortable, affirme que la France ne s'est jamais résignée face à une fatalité de la guerre qui nécessite que la justice soit faite. Ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ça ne serait pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont d'autres pays. C'est une réalité. Bon. Donc, je l'ai condamné, et on peut parler tout à fait d'agression, j'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger, ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance, où on a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire il faut tout de suite sanctionner. Au-delà des questions bilatérales et sécuritaires, il y a également les vraies intentions de la visite du président français à Kinshasa. Comme le 27 février dernier devant la presse à l'Élysée,
Emmanuel Macron a rappelé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique et son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef de l'État congolais, pour sa part, a rappelé les différentes étapes du processus de paix engrangé sous la médiation de Luanda avec des résolutions restées lettres mortes jusque-là. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateur de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça il faut le préciser. Pour Emmanuel Macron, la France revient en force en RDC avec une nouvelle dimension de partenariat qui n'a rien à envier de l'ancienne France-Afrique. Au chapitre processus électoral, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit son intention de voir les opérations d'enregistrement des électeurs couvrir toute l'étendue du pays, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'œuvrer en faveur d'un retour définitif de la paix à l'Est afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de déployer également ses kits dans les parties concernées par la barbarie du M23 sous couvert du Rwanda. En ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Côté humanitaire, le président Emmanuel Macron rassure que la France sera au premier loge des États qui vont répondre à l'urgence humanitaire lancée par les Nations Unies en faveur de plus de 500 000 déplacés de l'Est de la RDC avec une enveloppe de 34 millions d'euros. D'autres partenariats sont prévus, notamment dans le domaine sécuritaire, militaire, économique, culturel, mais aussi celui de la recherche scientifique et technologique. Éric Nindou, nous venons de le suivre tout à l'heure. Le président français a jeté encore une fois de plus un flou dans ses propos. Le Rwanda n'a pas été cité nommément sur la question sécuritaire dans la partie Est. Par contre, Félix-Antoine Tshisekedi a été clair, c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Encore une fois, un rendez-vous manqué. Non, ce n'est pas un rendez-vous manqué. D'abord, le président Tshisekedi, il a dit ce qui est une évidence. Il l'a toujours redit et il le dit dans tous les cénacles auxquels il participe. Il l'a dit à New York devant les Nations Unies, il l'a dit récemment à Genève devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et il le dit à tous ses interlocuteurs, même à ceux qui ont difficile à l'entendre. Pourquoi? Parce que c'est la réalité qui est documentée, notamment par de nombreux rapports des Nations Unies, et notamment aussi par un rapport qu'on appelle le livre blanc, produit par le gouvernement congolais, qui a documenté toutes les exactions commises depuis des années dans l'est de notre territoire. Donc, ceci c'est une évidence qu'il faut, une vérité qu'il faut toujours dire et que les gens doivent essayer de comprendre. Maintenant, du côté du président Macron, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand on est des amis, et la France est l'ami du Congo, la France est le partenaire du Congo, il faut pouvoir se dire les choses et il faut même parfois être en accord sur nos désaccords. Et il est clair, après avoir entendu le président Macron, qu'il n'a pas voulu clairement parler de sanctions à l'égard du Rwanda. Il a laissé planer l'idée de dire que si jamais le nouveau calendrier qui a été établi après le mini-sommet d'Addis Abeba pour la paix justement dans cette sous-région, qui notamment comprend à partir du 7 mars, c'est-à-dire mardi prochain, un cessez-le-feu sans condition, et ensuite plusieurs étapes, démobilisation, désarmement, cantonnement, déploiement des troupes sur ce point-là, étrangères. le président de la République s'est montré
comme il a dit dans ses propres mots, un peu dubitatif par Exactement. rapport à l'engagement Et il a raison du Rwanda. Et bien sûr, il a raison de l'être, il l'a dit. C'est au moins le 3e calendrier, si je ne m'abuse, que l'on a déjà établi pour demander des cessez-le-feu, et jamais ça n'a été respecté, pas du fait du Congo, du fait des terroristes du M23, qui sont bien sûr, comme tout le monde le sait, les supplétifs du Rwanda. Donc de ce point de vue, c'est clair qu'il faut qu'on reste prudent, qu'on reste sceptique par rapport à ce nouvel engagement, mais le président a dit aussi qu'il s'y engage parce que c'est un acteur de la paix, un faiseur de paix, quelqu'un qui veut que la paix soit instaurée non seulement au Congo, mais dans toute la sous-région. Parce que la paix, elle profitera à tout le monde. Mais ne vous en faites pas. Nous, on est là, le Congo, on observe les choses, on met tous nos partenaires et la communauté internationale aussi à témoin en disant, une fois de plus, on accepte qu'un calendrier soit mis sur la table, on va observer, mais on espère que cette fois-ci, ceux qui ne respecteraient pas ce calendrier seront sanctionnés. Parce que là, on peut même, excusez-moi, reprendre les propos du président Macron, qui a dit quand même de façon claire certaines choses. Il a dit ni pillage, ni balkanisation, ni guerre au Congo. Nous soutenons la souveraineté du Congo, et il a aussi dit une chose, il a dit il faut qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. La même solidarité, le même engagement que la communauté internationale a prise pour pouvoir soutenir l'Ukraine, elle doit le prendre pour le Congo. Parce qu'il s'agit, on dirait, pratiquement de la même question, c'est-à-dire une souveraineté agressée. Et au Congo, on ne comprend pas pourquoi cette communauté internationale ne s'implique pas autant. Le président Macron l'a dit, on le prendra au mot et on attend. On espère que le 7 mars, c'est-à-dire mardi, dans 48 heures, les choses seront comme les gens se sont engagés à le faire, c'est-à-dire qu'il y aura un cessez-le-feu et que cette fois-ci, ça sera le bon calendrier, le bon chronogramme pour qu'on puisse aller à une véritable paix durable et une stabilité dans la région des Grands Lacs. Et puisque nous parlons de ce point de presse, autre phrase, propos du président français qui fait l'objet de polémiques, notamment sur la toile, mais aussi dans l'opinion interne, le fait de rappeler la RDC, notamment son président de la République, à ses responsabilités. Ça fait des années, la RDC s'est montrée incapable de se doter d'une armée forte, incapable de se doter d'une administration cohérente et forte également. Ce sont des réalités que nous-mêmes, Congolais, nous connaissons. Nous savons que notre pays a été abîmé, pour ne pas dire un mot plus fort, pendant toutes ces années. Et que le président Tshisekedi... il faut éviter de crier aux voleurs, notamment de... Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que... de pointer du doigt l'extérieur. Non, mais ça, le président a répondu au président Macron. Il lui a dit, on n'est pas là pour avoir des donneurs de leçons. Donc, je pense que la réalité de l'état, si je peux dire, de décrépitude de notre État congolais, c'est un constat que le président Tshisekedi a fait quand il est arrivé au pouvoir. Et il l'a dit, je n'avais pas le sentiment que notre État avait été si abîmé. Et lui, tout le travail qu'il fait depuis 4 ans, c'est de réparer le pays. C'est de réparer le pays, depuis 5 ans, on est rentré dans la 5e année, pour essayer de réparer le pays, pour pouvoir redonner... Fait du côté sécuritaire, notamment avec notre armée qui jusque-là, on peut le dire, résiste face aux assauts, mais n'arrive pas à repousser totalement l'ennemi ou encore l'agresseur. Mais vous savez très bien qu'est-ce qui a été fait du côté sécuritaire. On a formé des gens, on a fait des réformes au sein de l'armée, on a enlevé certains officiers, on les a remplacés par d'autres officiers. On a essayé de décortiquer ce qu'on nous avait mis en place, c'est-à-dire ce brassage de différentes unités qui faisait qu'au sein même de notre armée, il y avait des gens qui n'étaient pas des vrais patriotes. Disons les choses clairement, nous le savons tous. Et c'est tout le travail que fait le président Tshisekedi. Essayer justement de remettre des officiers patriotes à la tête de l'armée, à la tête des divisions, à la tête des troupes, pour pouvoir faire le travail qui est le leur, c'est-à-dire se battre, donner leur sang pour la République. En même temps, il y avait aussi le problème de l'équipement de cette armée. Vous savez bien, c'est tout récemment. Et d'ailleurs, il faut le préciser, notamment grâce à la France, en tant que membre du Conseil de sécurité, qui a poussé cette résolution, qui a permis au Congo... L'un des partenaires importants. Absolument, qui a permis au Congo de pouvoir de nouveau s'équiper de manière normale, si je puis dire, sur le marché international de l'armement. Parce qu'il y avait ce qu'on pouvait appeler un embargo, mais en fait c'était un système de notification qui nous empêchait de pouvoir nous armer. Ça nous a beaucoup affaiblis, on le sait très bien. Et aujourd'hui, c'est récent, on peut de nouveau s'équiper, et on est en train de s'équiper pour pouvoir redonner cette force à notre armée. Donc de ce point de vue-là, si je puis dire, les critiques du président Macron, ce sont des choses que l'on connaissait déjà et on est en train d'y travailler, mais c'est quelque chose qui concerne nous les Congolais. Donc on n'avait pas besoin... Sur ce point-là, on peut reconnaître, c'est une évidence. Non, mais on n'avait pas besoin que lui vienne me le dire. D'accord? Parce que c'est des choses qui concernent internes les Congolais, et vous en faites pas, l'opinion publique congolaise est là pour le rappeler à ses dirigeants.
Et le président Tshisekedi, il travaille pour restaurer justement l'armée. Quand je vous ai rappelé tout à l'heure le triptyque de sa vision, un État fort, un État prospère et un État solidaire, c'est quelque chose qui se fait, mais qui se fait étape par étape. C'est un processus, ça ne se fait pas en un jour. On ne répare pas 18 ans de décrépitude de l'État en 4 ans. Tous les spécialistes de la chose publique vous le diront. Mais on peut poser les jalons tout de même. Les jalons sont posés, absolument. Autre question au cours de cette conférence de presse, c'est la question électorale. Et là-dessus, le président français s'est montré intraitable. Nous devons avoir des élections crédibles au mois de décembre, des élections transparentes. Et par contre, le chef de l'État s'est montré un peu hésitant en disant que la situation de l'Est du pays risquerait d'impacter évidemment sur le bon déroulement du processus électoral. Cher Cédric, je crois que là vous faites peut-être une erreur d'appréciation. Quand le président Macron parle d'élections crédibles, d'abord, c'est quelque chose que nous exigeons ça à nous-mêmes. Le président Tshisekedi a donné les moyens à la CENI pour pouvoir organiser ces élections. Donc, je pourrais et il a insisté également sur la qualité des acteurs qui doivent faire l'objet d'un consensus au sein de la classe politique. La CENI fait l'objet d'un consensus. Je n'ai pas, et d'ailleurs, il a terminé sa tirade, si vous pouvez dire, le président Macron, en disant « Là-dessus, je fais confiance au président Tshisekedi et les choses sont en train de se faire. » Vous le savez bien, vous êtes Congolais, vous observez la scène politique et institutionnelle du pays. La CENI est dotée des moyens, la CENI a l'autorité et la CENI fait le boulot sur le terrain. Maintenant, ce que dit le président Tshisekedi, ce n'est pas qu'il est dubitatif sur les élections. Il dit on a tiré la sonnette d'alarme et on la tire maintenant. C'est-à-dire on est là à 9 mois ou plus des élections pour dire attention, sur toute l'étendue du pays, le processus d'enrôlement est en cours. Il est en train de se déployer, mais il y a une partie du pays où il y a la guerre, où il y a la crise, où il y a des violences, où il y a des déplacés, où il y a des déplacés qui ne peuvent pas s'enrôler et qui peut-être ne pourront pas voter. Donc ça posera un problème. Alors il dit à nos partenaires internationaux, justement, plutôt que de venir nous dire « Oh non, attention, vous n'avez pas organisé des élections », c'est maintenant qu'il faut agir. Aidez-nous à rétablir la paix et la stabilité de notre pays, et comme ça ces élections se passeront bien. C'est-à-dire les élections sont tributaires de la situation, de l'amélioration bien sûr de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La première exigence pour les autorités du pays, c'est de rendre compte à leur population. Et ils se sont engagés à organiser des élections justes et équilibrées en 2023, et elles auront lieu en décembre. Mais c'est une réalité, il faut que pour que les élections puissent se tenir sur toute l'étendue du territoire national, que la paix soit rétablie à l'Est. C'est pour ça que le président, matin, midi, soir, se bat pour essayer de rétablir cette paix à l'Est. Et il demande à nos partenaires, notamment la France, en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, de peser de tout son poids sur les acteurs que l'on connaît, notamment sur le Rwanda, pour que cette paix soit rétablie au Congo et que ainsi on puisse aller aux élections. Et on nous dit quelque part une visite d'État qui intervient après 40 ans. Pourquoi 40 ans? Pendant qu'on avait le prédécesseur même du président Macron, François Hollande, ici à Kinshasa pendant les rendez-vous de la 2012 pour la francophonie. Nous avions Sarkozy qui est également à Kinshasa. Qui a passé quelques heures. Et qui est venu tenir un discours qui n'était pas très aimable. Quelle est cette différence? Visite d'État, passage, on n'arrive pas à comprendre. Non, la visite, on nous dit c'est 40 ans après. Ça fait 40 ans, donc depuis 38 ans, depuis la visite du président François Mitterrand en 1984, c'est la première fois qu'une visite officielle d'un président français est ici, c'est-à-dire dans, les normes du protocole d'État, de la diplomatie, c'est une visite officielle. Il est venu et il a passé d'ailleurs plus de 24 heures au Congo. Et d'ailleurs, eux, les Français ont appelé ça une visite d'amitié et de coopération. Ce n'était pas le cas. Et c'est tout un symbole. C'est tout un symbole, exactement. On va en parler d'ailleurs. C'est tout un symbole. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, vous l'avez dit, en 2012, François Hollande était venu pour le sommet de la francophonie. Il n'a pas fait de visite officielle au Congo. Le président Sarkozy, quand il est venu, il a passé que quelques heures. Il a tenu un discours qui est totalement différent de celui que Emmanuel Macron a tenu. À l'époque, Sarkozy est venu nous dire le Congo a des richesses, il les exploite peut-être pas très bien, il faudrait qu'il les partage avec ses voisins. C'est un tout autre discours que le président Macron a tenu hier à Kinshasa en disant le Congo a ses richesses, on doit l'aider à maîtriser ses richesses, à exercer sa souveraineté. C'est pour ça que certains accords ont été signés, notamment un accord très important avec BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière français, qui est un organisme très connu, qui est spécialisé pour justement le cadastre minier, et qui va aider les Congolais aussi à pouvoir
repérer et pouvoir documenter quelles sont réellement nos ressources. Parce que vous savez, le président l'a dit récemment, quand il était à Indaba, le Congo aujourd'hui n'exploite qu'à peu près 19% de son potentiel minier. Donc ça veut dire qu'il y a encore 81% du potentiel qui est connu ou peu connu ou inconnu et que l'on doit connaître, maîtriser pour pouvoir exploiter de façon durable en essayant de transformer ça chez nous pour avoir de la plus-value et créer des emplois. La France et la République démocratique du Congo, c'est un partenariat plus ou moins ancien. La visite des lignes RB, qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, c'est très important la visite de l'INRB. Pourquoi? Parce que c'est le renforcement de ce qu'on appelle la coopération scientifique. Et on l'a rappelé, à l'époque, l'INRB était une émanation de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur mondialement connu pour les recherches et tout ça. Et donc il y a toujours eu une coopération très étroite entre l'INRB, le professeur Muyembe, oui, et les grands chercheurs qui ont trouvé notamment le virus d'Ebola, hein, et qui sont en coopération avec l'INSERM en France et d'autres instituts scientifiques. Et donc quand le président Macron est venu, il a renouvelé justement cette coopération en signant quelques accords qui vont permettre de renforcer à la fois le renforcement de capacités, l'échange entre les différents chercheurs et puis aussi entre les scientifiques, parce que le monde scientifique, c'est un monde ouvert, un monde de coopération. On discute avec ses homologues du monde entier pour pouvoir échanger et pouvoir faire avancer le savoir et la science. L'un des moments forts de ces visites de Kinshasa, c'est aussi les forums économiques de Kinshasa. Près de 50 chefs d'entreprise ici sur place pour prendre part à ces rendez-vous économiques. L'on peut dire que c'est un partenariat qui se vitalise de nouveau. Absolument, mais je pense que vous avez oublié une étape aussi. Durant cette conférence de presse, il y a eu un petit échange, un petit ping-pong qui a fait beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. C'était important ce ping-pong. Pourquoi? Parce que vous avez vu que notre président, le président Tshisekedi, a remis les choses, les points sur les i. C'est-à-dire, il a rappelé à la France que si vous voulez réellement avoir une nouvelle forme de partenariat avec l'Afrique, il faut respecter les Africains et se mettre sur la ligne que les Africains veulent. Vous ne venez pas imposer votre point de vue, il ne faut plus avoir de condescendance. Cette attitude de condescendance. Voilà. Et c'est ça qui était intéressant. Et d'ailleurs, il y a eu un petit moment où le président Macron croyait que le président s'adressait aux journalistes, mais ce n'est pas le cas. Vous connaissez notre président. Il sait très bien, ici on a une presse libre. Donc il ne critiquait pas la presse, il critiquait au contraire des propos anciens tenus en 2019, donc aux élections, par M. Le Drian, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères français, qui avait parlé d'arrangement ou de compromis à l'africaine. Et il a dit ce genre de propos, ça dénote d'une condescendance et on ne veut plus de ça. Et il y avait du répondant du côté d'Emmanuel Macron également. Il a répondu, mais avec tout le respect que je lui dois, il a répondu à côté. Il est revenu sur la qualité des élections en Afrique. Oui. Et tout en faisant une sorte d'analogie entre la presse sous d'autres cieux, notamment la presse occidentale et la presse locale, en disant que de l'autre côté, c'est une presse réellement indépendante, une justice réellement indépendante. Par contre, ça c'est sous-entendu, sous les tropiques, c'est aux antipodes. Non, je pense qu'il s'est trompé, si je peux me permettre. Ici, on a une presse libre et indépendante. On doit renforcer ses capacités, mais elle est libre et indépendante. La justice, il y a tout un travail de réforme de justice pour rendre cette justice régalienne, cette justice à la hauteur des enjeux. Parce que la justice dans un pays, c'est l'épine dorsale de ce pays. Il faut une justice qui se tienne. Et pour ça, on sait les réformes qu'a entamé le président Tshisekedi et le fait qu'il ait recruté près de 5000 magistrats pour rajeunir justement tout le corps judiciaire, l'argent qui a été injecté dans le système judiciaire. Donc de ce point de vue-là, aussi, nous n'avons pas de leçons à recevoir parce que nous le faisons d'abord pas pour être bien vis-à-vis de nos partenaires, que ce soit la France ou les autres, nous le faisons parce que ce sont des exigences que nous avons envers notre propre peuple. Ce sont les exigences que le président a envers son propre peuple et c'est pour ça qu'il le fait et il le fait de façon méthodique et de façon à améliorer les choses petit à petit. Voilà. On en vient maintenant au chapitre économique avec le Forum économique de Kinshasa, près de 50 chefs d'entreprise français sur le sol congolais. C'est un engagement, selon le président Macron, c'est un signe de respect et d'engagement. Et la RDC, en tant que marché important en ce qui concerne les investissements, mérite mieux. On en parle à travers ces reportages et on revient juste après. Forum économique de Kinshasa, c'est l'un des temps forts du séjour du président de la République française Emmanuel Macron dans la capitale. Ce forum s'est avéré porteur des opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC,
la France et l'Union européenne. 3 secteurs importants ont été retenus pour le débat dans 3 grandes tables rondes, à savoir métaux stratégiques et de transition énergétique, le numérique, les infrastructures et villes durables. Après le Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le président Emmanuel Macron, se sont retrouvés au Salon Congo de Pullman, où ils ont participé à la clôture du Forum économique de Kinshasa. Dans la salle, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires de l'Union européenne, des ministres français et congolais et une cinquantaine de patrons d'entreprises de la France, ainsi que des investisseurs de la RDC, ont accueilli les 2 chefs d'État. Ils venaient tous de prendre part aux travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Les 2 chefs d'État se sont adressés aux participants au Forum économique pour saluer la tenue de ces travaux à Kinshasa. Pour le président Emmanuel Macron, le Forum économique de Kinshasa a été un franc succès au regard de la présence dans la capitale de 50 chefs d'entreprise françaises. Ces entreprises se sont mobilisées pour un partenariat avec la RDC, a indiqué le président de la République française. Parlant du partenariat entre son pays et la RDC, le président Macron a souligné le financement de la France dans le domaine des infrastructures et des villes durables, de l'énergie, de l'hydroélectricité. Dans le numérique, il a parlé notamment de la formation d'excellence des enseignements supérieurs dans ce domaine. Concernant les mines, les choses doivent se faire de manière différente, selon un esprit stratégique, dans un partenariat scientifique pour notamment chercher à connaître également ce qu'il y a dans les sols et sous-sols de l'État, a dit le président Macron. La France voudrait aider la RDC à restaurer la souveraineté de ses ressources naturelles, permettre au pays d'avoir une valeur ajoutée, mettre un terme à la corruption, la prédation, assurer la traçabilité et lutter contre toute forme de contrebande, a indiqué le président de la République française. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est réjoui du partenariat historique entre la RDC et la France dans divers secteurs économiques, sécuritaires, humanitaires, culturels et sanitaires. Il a relevé des défis auxquels fait face la RDC avec l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23, défis également climatiques avec la préservation des écosystèmes. Ce forum est une initiative à saluer, a dit le président de la République. Il intervient dans cette période où la RDC s'engage dans d'importantes réformes dans divers domaines, notamment l'éducation, l'amélioration du climat des affaires et dans le domaine du numérique. Pour le chef de l'État, la RDC présente d'énormes opportunités d'investissement. Premier producteur du cobalt, la RDC possède également dans son sous-sol d'autres minéraux, cuivre, manganèse, lithium notamment. Des domaines dans lesquels la RDC entend engager un partenariat gagnant-gagnant. Le pays compte promouvoir la transformation locale de ses ressources naturelles, a souligné le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Auparavant, les 2 chefs d'État ont été conviés à la restitution des travaux des différentes tables rondes du Forum économique de Kinshasa. Forum économique de Kinshasa, Éric Nindou, peut-on dire qu'il s'agit d'un nouveau départ dans la coopération économique entre les 2 pays? Absolument, absolument. Dans la coopération économique entre la France et le Congo, mais plus globalement entre la France, le Congo et l'Union européenne. Parce que c'est même ça le titre du forum, donc Forum de Kinshasa, opportunité pour un nouveau partenariat stratégique entre la RDC, la France et l'Union européenne. Ce qui est très intéressant justement, parce que ça prouve qu'aujourd'hui le Congo est un pays de nouveau attractif. D'ailleurs, si vous voyez les résultats de ce qu'on appelle la notation, les agences de notation, notamment Moody's, a dit que récemment que le Congo, la République démocratique du Congo, est un pays de nouveau attractif où faire des affaires était très intéressant. Donc vous voyez, de ce point de vue-là d'ailleurs, pour avoir participé un peu, avec bien sûr beaucoup d'autres, ceux du cabinet présidentiel, mais aussi du ministère des Finances, du ministère des Mines et d'autres ministères. Et tout ça malgré la zone sécuritaire qui semble être délétère. Cédric, je voudrais terminer là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que beaucoup de chefs d'entreprise français ont voulu venir. On a même dû refuser des places. Et comme le disait le président Macron dans l'extrait que l'on a entendu, il disait ce ne sont pas des seconds couteaux, ce ne sont pas des adjoints ou des directeurs de département, ce sont les PDG eux-mêmes. 50 PDG sont venus, 50 PDG de grandes entreprises françaises, notamment des entreprises qui ont déjà un rayonnement européen et mondial, et sont venus. Ça prouve une chose,
c'est que les réformes qui ont été mises en place par le président Tshisekedi, notamment sur le climat des affaires, parce qu'il en a fait quelque chose de très important pour lui, il a créé au sein de son cabinet une cellule climat des affaires qui travaille jour et nuit pour essayer d'améliorer le climat des affaires, notamment la sécurité juridique pour les investisseurs. Ça prouve que ça porte ses fruits parce que les investisseurs veulent venir au Congo pour pouvoir faire de Oui, mais le climat des affaires, je reviens sur la question qui doit être assis sur un climat sécuritaire attrayant, si on peut le dire ainsi. Absolument. Mais c'est la donne sécuritaire pose problème jusque-là. La donne sécuritaire pose problème. Heureusement, je dirais Dieu merci, ce n'est que dans une partie du pays, une partie infime qui ne représente même pas 10% de la surface du pays. Et justement, le piège aujourd'hui, c'est de vouloir faire croire au monde, et notamment dans les médias internationaux, souvent ils ont ce discours et on essaye de le faire changer, de croire que c'est tout le Congo qui est dans une situation d'insécurité. À Kinshasa, on peut faire des affaires. À Lubumbashi, on peut faire des affaires. À l'Équateur, on peut faire des affaires. Malheureusement, et on veut y mettre fin, c'est toute la volonté du président Tshisekedi, c'est dans la partie est, autour de Goma, que justement il y a ces terroristes du M23 qui nous attaquent. C'est là que c'est insécurisé. Et le reste du pays est ouvert au business et justement on appelle les investisseurs pour qu'ils viennent. Mais pas dans n'importe quelles conditions. C'est ça aussi le grand changement. Et je pense que pour avoir entendu les discours à la fois du président Macron et des deux commissaires européens, ils ont bien reçu 5 sur 5 le message de la RDC. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez venir faire des affaires au Congo, venez les faire, mais en nous respectant et en faisant un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire en transformant sur place une partie justement de ces matières premières qu'on extrait et que vous exploitez. Pourquoi? Parce que ça nous permettra de gagner une part de la plus-value qui est créée dans la transformation de ces matières premières. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, et maintenant on est en train de le mettre en place, notamment pour quelque chose de crucial, parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Le forum parlait à la fois des minerais critiques, des infrastructures et du numérique. Dans les minerais critiques, vous connaissez bien sûr cobalt, lithium, coltan, manganèse, tout ce qui rentre dans la chaîne de production des batteries électriques. Le monde est en train de changer, sans parler de l'hydrogène encore, hein, parce que là, on a encore des grands pas à faire, mais on en détient, grâce au barrage d'Inga, on pourrait faire des grandes choses dedans. Mais en tout cas, dans ces minerais critiques, le Congo doit pouvoir se les approprier et les exploiter à son profit, mais bien sûr avec l'aide de nos partenaires, puisque pour l'instant on n'a pas toute la technologie qu'il faut et on n'a pas tout l'argent nécessaire pour investir là-dedans. Et c'est ça qu'il faut commencer à changer. Et souvent, les relations, surtout la coopération économique entre l'Occident et l'Afrique noire, souvent est tributaire et jalonnée des contraintes politiques, notamment la démocratie, les climats démocratiques et autres. Ne pensez-vous pas que nous risquons de retomber sur ces mêmes discours du genre? Il faut d'abord les élections, il faut un climat politique plus ou moins apaisé pour que, enfin, la France puisse investir et s'engager en République démocratique du Congo. Et vous savez, cher Cédric, ce qui est différent de l'autre côté atlantique, notamment la Chine, qui est trop directe dans les relations. Justement, ce qui a changé aujourd'hui dans le monde, c'est qu'il n'y a plus que l'Occident, il y a d'autres partenaires. Et justement, si les Français reviennent, si les Européens reviennent avec tant d'appétence... Ils doivent mettre de côté toutes ces contraintes. Non, c'est parce qu'ils savent qu'il y a de la concurrence et qu'ils ont perdu d'énormes parts de marché sur l'Afrique. Et ils le disent. Aujourd'hui, on est un dialogue franc. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, si j'allais dire, pour nos beaux yeux. Ils ne viennent pas pour nous faire plaisir. Ils viennent parce qu'ils ont besoin de nos ressources. Ils ont besoin de nos ressources pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire cette transition énergétique, créer par exemple des véhicules électriques. Et nous détenons ces ressources. Comme on dit, ces ressources, elles sont critiques pour eux, parce qu'ils ne les détiennent pas, mais ils en ont besoin, mais elles sont stratégiques pour nous. C'est-à-dire que nous, on les a, on doit les utiliser de façon intelligente pour qu'elles nous rapportent de l'argent, qu'on puisse développer notre pays. Donc, de ce point de vue, aujourd'hui, il y a une concurrence, il y a une compétition. L'Afrique est un terrain de compétition, ça a été dit dans les discours lors du forum de Kinshasa. Donc, de ce point de vue-là, ceux qui viennent avec des normes, viennent avec de l'aide, de l'investissement et de la technologie, et c'est à nous de choisir les meilleurs pour notre intérêt. Et nous le ferons. Nous ne pouvons pas dépendre d'un seul partenaire. Pas uniquement la Chine, pas uniquement les États-Unis, pas uniquement l'Europe. Nous pouvons voir parmi les offres quelle est la meilleure pour nous. Parce qu'aujourd'hui, le véritable critère de discrimination, c'est l'intérêt pour notre peuple et ce que ça va rapporter à notre pays. Voilà. Nous allons suivre deux extraits dans quelques instants. Le premier, c'est le président Emmanuel Macron qui parle de la RDC comme étant un marché important en matière d'investissement.
Et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, parle d'un partenariat historique avec la France. Et on y revient pour essayer de décrypter ce qui a été dit au cours de ces forums économiques de Kinshasa. Suivez. Ce forum me paraît constituer un succès, en tout cas un bon rendez-vous. D'abord, j'avais interpellé un peu l'écosystème français en début de semaine en disant « J'en ai assez, quand je vais voir un président sur le continent africain, d'avoir les N-9, N-10 des entreprises qui viennent comme si l'Afrique n'était pas important. » Ce qui m'est quand même de temps en temps arrivé, je dois le dire. Là, aujourd'hui, Président, vous avez 50 chefs d'entreprise qui sont là. Ce sont les patrons et les patronnes. Donc je veux les remercier de leur engagement, parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé avec leurs partenaires, qu'on voit ce matin, des contrats. L'engagement est là. Merci pour le sérieux, la mobilisation. Et donc vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau, parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif. Et si on veut être présent, on le prend au sérieux. Le deuxième élément, j'ai dit en début de semaine, il faut que, quand on se déploie, qu'on va travailler avec l'Afrique, les grands pays africains, on essaie de jouer groupé, c'est-à-dire européen. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je remercie les commissaires d'être ici présents. On a 50 entreprises françaises, mais elles ont, grâce à l'effet de levier européen, attiré avec elles 50 entreprises européennes qui sont ici présentes aussi. Je remercie tous les dirigeants. Et puis on est venu donc avec les ministres et les commissaires européens qui portent l'ambition, l'initiative, les financements des projets du Global Gateway, 150 milliards d'euros pour l'Afrique et pour accélérer l'intégration régionale, et qui viennent décliner l'agenda qu'on a conçu, pensé ensemble, lors du sommet Union africaine-Union européenne, il y a maintenant un peu plus d'un an à Bruxelles. Excellence, Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Excellence, Madame et Messieurs, Monsieur le Commissaire, les commissaires européens, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, la France et dans une plus large mesure l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeurent des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine, en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui de nos partenaires en sus des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression vile et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète, mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires, pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. À cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez
activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avait mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays, le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement local des 145 territoires que compte le pays. Éric Ndiéndou, la RDC, un vaste marché de consommation, une économie visiblement extravertie, et puis une production locale extrêmement faible. Ne voyez-vous pas que nous risquons bien évidemment d'extravertir encore notre économie à travers ces capitaux étrangers? Non, parce que justement, aujourd'hui, la donne a changé. Si on peut dire, on a changé de paradigme. Ce n'est plus, on creuse, on exploite, on extrait du Congo et on envoie des minerais bruts à l'étranger où ils seront transformés, ils vont avoir la plus-value. Non, cette fois-ci... Et qui nous reviennent avec... Pardon? Et qui nous reviennent par la suite. Oui, qui nous reviennent avec un prix plus fort, déjà en produits transformés. Non, cette fois-ci, on extrait, on exploite chez nous, on transforme chez nous. Comme ça, on gagne. Et donc, on crée une véritable chaîne de valeur au Congo. Et ça va créer 2 emplois. Ça va permettre de relever le niveau de vie de la population. Parce que ça veut dire toute notre jeunesse. Ici, 100 millions d'habitants. C'est un marché de consommation énorme. Mais qu'est-ce qui est fait pour amortir ces chocs? Le choc de quoi? Ces chocs des capitaux étrangers qui risquent de nous envahir. Non, ce n'est pas un choc. C'est question que si ces capitaux arrivent, il faut savoir bien les utiliser. Il faut mieux sophistiquer, si je peux dire, le système financier congolais, les banques, qu'elles puissent prendre cet argent qui est investi, qu'elles puissent aussi retenir un certain montant de cet argent pour faire du crédit, pour que les PME et PMI congolaises puissent travailler. Vous savez qu'on a une loi sur la sous-traitance. Donc c'est-à-dire que même quand ces investisseurs viendront et qu'ils investissent dans les mines ou bien dans d'autres secteurs, il faut qu'il y ait des Congolais qui soient aussi associés avec eux, qu'ils aient des partenaires congolais. Parce que les choses n'étaient pas bien organisées avant. Ils venaient, ils amenaient les ouvriers, ils amenaient tout ce qu'il y avait pour mettant travailler de côté ici. la main-d'œuvre locale. Il faut travailler avec de la main-d'œuvre congolaise. Si elle n'est pas à niveau, il faut la former. Et si elle est à niveau de formation, elle a le droit de concourir aussi pour obtenir certains marchés. C'est comme ils ont fait aux États-Unis, le fameux Small Business Act. Ça permet à des entreprises américaines, quand vous investissez aux États-Unis, d'avoir un certain niveau, un certain taux du marché et de partenariat avec vous. C'est la même chose au Congo. Mais tout ça, ça prend du temps pour se mettre en œuvre. Il faut faire pression pour que les pouvoirs publics mettent en œuvre ce à quoi ils se sont engagés. Et ça sera fait. Et on vient de le suivre tout à l'heure, votre lecture par rapport aux propos du président français est liée notamment à ces nouveaux partenariats qui se dessinent avec la République démocratique du Congo. Mais je pense que là-dessus, ce sont pour l'instant des mots, une volonté. Il y a déjà des choses qui sont en train de se concrétiser réellement. Là, on a parlé de ce partenariat entre BRGM, donc le Bureau de recherche géologique et minier français, qui va nous aider à pouvoir documenter, pouvoir explorer et savoir enfin quel est notre patrimoine minier réel. Parce que comme je vous l'ai dit, le président l'avait dit, on n'exploite qu'environ 19% de notre réel potentiel et patrimoine minier. Donc ils vont nous aider à le faire, c'est de la connaissance. On a besoin de connaissance, d'intelligence pour pouvoir exploiter ça de manière utile et bénéfique pour notre population. Ça, c'est un premier partenariat. Il y a d'autres partenariats qui ont été annoncés lors de ce forum, notamment pour essayer de former nos jeunes à tout ce qui sont les métiers numériques. Et on le disait, le Congo est un pays vaste. 100 millions d'habitants, même un peu plus, avec une jeunesse florissante qui forme à peu près
de 65 à 70% de cette population. Donc ces jeunes qui aujourd'hui maîtrisent totalement l'outil numérique. Ces jeunes peuvent créer des applications, ils peuvent créer des jeux, ils peuvent créer tout plein de choses qui existent dans le monde numérique. Et le président Macron a même eu cette métaphore qui est très intéressante. Dans ce cas, il a dit qu'il faudrait que le Congo devienne le Nigeria francophone. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié le Nigeria, si vous avez déjà été, Ou mais c'est un pays encore qui... la Silicon Valley de l'Afrique. Pourquoi pas? Oui, on peut prendre l'exemple que l'on veut. Nigeria, c'est parce que c'est un pays africain qui a pu faire ce saut, notamment dans un domaine que au Congo on pourrait le faire. On a notre talent, vous savez, le domaine du cinéma et des arts du spectacle. Au Nigeria, ils ont créé ce qu'on appelle Nollywood, c'est-à-dire qu'ils ont créé toute une industrie autour du cinéma. Ce n'est pas simplement les films, mais ce sont les techniciens, les caméramens, les réalisateurs et tout ça, ce sont donc des créations d'emplois. On pourrait le faire au Congo. On connaît, on a notre tradition du théâtre de chez nous, donc on a une floraison parce que notre culture, c'est un atout pour pouvoir développer aussi économiquement. Tout ce qu'on appelle les industries créatives. Il faut qu'on le fasse, on va investir là-dedans. Et puis aussi dans le domaine des infrastructures. Les Français qui ont un savoir-faire, il faut le savoir. Quand vous regardez, la France est un pays vallonné, il y a la Savoie, les Alpes et tout ça. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des routes. Ils peuvent venir nous aider avec du financement européen, puisque tout ça est arrimé à ce qu'on appelle le grand projet Global Gateway, créé par l'Union européenne, qui doit à peu près 150 milliards investir dans des pays qui sont en partenariat avec l'Europe, mais ça doit être des investissements durables, donc qui respectent l'environnement, et des investissements aussi qui sont, comme on dit, fair, qui sont justes pour les populations. Donc qui le Congo aujourd'hui peut en bénéficier? Pourquoi pas? Et en tout cas, nous au Congo, le gouvernement, sous la houlette du président, la vision et le leadership du président, mettra tout en œuvre pour que le Congo reste un pays attractif et qu'il puisse profiter de ces investissements pour développer et créer des emplois pour notre jeunesse. Et parmi les atouts, le chef de l'État est revenu également sur le vaste projet, le vaste programme des 145 territoires. Absolument, c'est très important, parce que c'est vraiment le programme qui va permettre à notre pays de pouvoir se développer de façon équilibrée. Parce qu'il y avait un trop fort centralisme. C'est dû à notre histoire, c'est dû à notre culture, peut-être tout se concentrer à Kinshasa. Aujourd'hui, on doit avoir véritablement une politique de décentralisation et de déconcentration qui, justement, dans les 26 provinces, permettent de mettre, si vous voulez, de la viabilité, de la réalité économique, de la viabilité économique. Et notamment, ce programme, qui a été lancé l'année dernière, il est dans sa première phase. La première phase qui consiste à créer des infrastructures éducatives, des écoles, des infrastructures sanitaires et aussi des infrastructures administratives. Parce que dans certains coins, par exemple, l'administrateur du territoire n'a même pas de bâtiment. Donc on va les créer. C'est en train d'être créé. Les premières livraisons seront faites au mois de juillet 2023. Vous le verrez, avec les 145 territoires, le Congo va vraiment pouvoir prendre cet élan de développement. Ça a même été salué par le PNUD, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu un tel programme de développement qui puisse se faire dans un pays. Et c'est ce qu'on dit, impulser les développements à la base. Nous allons petit à petit vers la fin. Et peut-être un mot aussi à dire, parce qu'il faut que les gens retiennent quand même qu'il s'est passé des choses intéressantes. J'ai parlé de sur BRGM. On a parlé aussi d'un partenariat qui doit se renforcer sur le domaine militaire. On parlait au début, vous vous rappelez, de renforcer cet État fort. Les Français aujourd'hui sont un de nos principaux partenaires militaires, notamment grâce à l'école de guerre où ils forment nos officiers. On va renforcer ce côté-là. Il y a eu une réunion entre les deux ministres, le ministre des Armées français et notre ministre de la Défense. Il y a aussi, au niveau de l'aide au développement, il y a l'AFD, l'Agence française de développement, qui a signé des conventions avec le ministre des Finances pour un montant global de 103 millions d'euros. 80 millions des prêts concessionnels, c'est-à-dire des prêts à taux réduits, moins hauts que ceux du marché, et puis 20 millions, ce sont carrément des subventions dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité alimentaire et dans le domaine de l'énergie, notamment l'énergie solaire, où on va créer des parcs de panneaux solaires pour pouvoir donner de l'énergie. Donc de ce point de vue, c'est pour dire que, contrairement à une idée qui pourrait être reçue, nous sommes partenaires avec la France, nous travaillons avec la France. Et cette visite du président Macron était une visite utile. Pourquoi? Parce qu'on a pu se dire les choses. Entre partenaires, entre amis, il faut pouvoir se dire les choses. Parfois de façon dure, abrupte, mais au moins on sait alors sur quel plan on peut travailler et quel est l'intérêt mutuel de l'un et de l'autre, et on peut trouver une convergence de vues. Voilà. On s'achemine vers la fin de ce plateau spécial, mais il y a quand même une petite fenêtre, notamment les images qui ont fait le buzz sur la toile du président français en plein Bandalungwa, Kinshasa by night.
Vous avez vu ça certainement? J'ai vu ça, le buzz qui a eu lieu ce dimanche. Mais ce n'est pas étonnant, le président Macron a l'habitude de le faire. Quand il était au Nigeria, il était parti dans ce qu'on appelle le grand temple, là où jouait Femi Kuti. Vous connaissez Femi Kuti, le grand musicien africain. Récemment, je crois, en Côte d'Ivoire, il est parti aussi dans un lieu, si vous voulez, de divertissement. Donc il l'a fait, Ce qui est contraire à nos valeurs africaines. On voit un président de la République en plein Matongé, par exemple, en train de prendre la boisson. C'est quand même assez étonnant, ça. Mais ce qui prouve qu'on est différents. Ils ont leurs valeurs, on a les nôtres, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir coopérer ensemble. Donc le président Macron l'a fait, il l'a fait à titre privé, parce qu'effectivement, il a eu son séjour d'amitié et de coopération avec des grands rendez-vous de travail, tête à tête avec le président Tshisekedi, déjeuner de travail, conférence de presse, ensuite forum économique, visite de l'INRB. Il fallait se détendre à la fin. À la fin, il a demandé à le faire, on l'a fait, on sait recevoir nos hôtes, et puis n'oubliez pas aussi, ce qu'on appelle tout ce qui est du domaine de la culture, du tourisme, c'est du soft power. Peut-être que ça peut amener des gens aussi à savoir qu'à Kinshasa, il y a des lieux de vie, des lieux de convivialité où l'on peut se rendre sans grand tintamarre, le faire de façon discrète et calme, et ça a été le cas, tant mieux. Ça a fait plaisir aux habitants de Bandal, tant mieux. Je veux dire, il ne faut pas résumer tout le séjour du président Macron à cet épisode, qui est un épisode, comme je dis, marginal, sans doute sympathique pour ceux qui y étaient, mais l'essentiel, c'est ceux qui ont été dits dans le tête-à-tête avec le président Tshisekedi. Ils se sont dit les choses, et chacun maintenant sait ce que pose l'autre et sur quelle base on peut travailler. Lors du forum économique, des engagements ont été pris d'État à État, parce que là on parle de relations entre un État, le Congo, et un État, la France, et puis derrière il y a aussi l'Union européenne, et c'est de ça dont il faut parler, c'est ça l'essentiel de ce séjour. Pour ça je dis que c'est un séjour utile, qui va porter ses fruits. Et voilà qui met un terme à ce plateau spécial sur la radio-télévision nationale congolaise. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Eric Nindou, qui est directeur de la cellule de communication de la présidence de la République. Eric, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de décrypter entre les lignes les séjours du président français, la visite d'État ici à Kinshasa. Nous vous disons merci, merci de nous avoir suivis un peu partout dans le monde. On se retrouve très prochainement pour d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci Cédric, merci à vos téléspectateurs. Alparaja Batunike, le danseur. Qu'on a présenté ce soir. Nous allons